Très bien. Le thème qui m'avait été confié cet après-midi, c'est de disserter sur les décès périopératoires en envisageant d'une part la fréquence, ensuite la stratégie pour la conservation des preuves et enfin d'évoquer les particularités, les spécificités de l'expertise médicale. Et je voudrais remercier très chaleureusement les coordonnateurs et les organisateurs d'avoir pensé à moi pour traiter le sujet. Alors, un mot déjà de définition. Il est important de pouvoir situer cette période périopératoire qui décrit vraiment la période pendant laquelle le patient vient dans la salle périopératoire, ensuite le bloc, la salle d'induction avant de quitter la salle, ensuite le bloc opératoire, il va en salle de surveillance post-interventionnelle et c'est cette période que j'ai prise en compte pour décrire un petit peu les situations où nous pouvons être amenés à connaître un tel décès. Il est clair que l'OMS, dès 2009, a signalé que ces décès constituaient à ce moment-là un problème de sécurité des patients. Ils insistaient sur les risques de la chirurgie, de l'anesthésie et des complications associées. Il ne faut pas oublier qu'un tel événement, qu'un décès périopératoire a été bien sûr identifié comme une situation provoquant un retentissement psychique important par rapport à l'équipe médicale qui a pris en charge le patient, qu'elle soit du côté des anesthésistes, qu'elle soit du côté des chirurgiens et des différentes équipes qui aident les praticiens. Et là, j'aurais voulu avancer. La fréquence. Normalement, oui. Certes, il s'agit d'une éventualité rare et je recite ici l'enquête de la Société française d'anesthésie-réanimation et de l'INSERM où il avait été dit que les décès totalement et partiellement imputables à l'anesthésie en France étaient de 7 pour les décès totalement imputables et de 47 pour les décès partiellement imputables par million d'anesthésies. Quelque chose de rare, sachant qu'actuellement on dénombre 9 millions d'anesthésies et je citais juste les chiffres de 1,2 million pour les endoscopies digestives et 600 000 pour les anesthésies lors des accouchements. Donc voilà des chiffres pour la France. Il y a deux autres références que j'ai prises en compte. L'une, une étude du Lancet de 2012, mais qui est plus difficile d'interprétation puisqu'elle compare ces chiffres dans les pays européens, donc une mortalité périopératoire, mais aussi en post-opératoire, puisque les 7 premiers jours sont pris en compte et c'est un petit peu différent. Et cette étude souhaitait comparer les pays européens. Nous nous placions avec des chiffres de décès de 2,5 et de 3%, mais l'effectif pris en compte n'était que de 2278 patients. Une étude canadienne de Space en 2019 évaluait la mortalité, alors là strictement au bloc opératoire de 0,7% et la mortalité, j'allais dire post-opératoire de 1,8%. Donc pour nous, c'est plutôt le chiffre ici de 0,7% qu'il faudrait considérer. Les causes de décès, donc je reprends les causes anesthésiques, alors on les a en tête avec les accidents d'oxygénation, les accidents médicamenteux, bien sûr, les accidents d'allergie, les accidents hémodynamiques, les hypotensions prolongées, au contraire, les pics hypertensifs et n'oublions pas les dysfonctionnements des appareils d'anesthésie d'une part, mais aussi ceux qui peuvent être utilisés lors de l'acte opératoire, et je citais juste les récupérateurs de sang. Bien sûr, à côté de ces causes anesthésiques, on a les causes chirurgicales, avec les hémorragies, les lésions vasculaires, les perforations accidentelles d'organes, les tamponnades, et bien sûr les arythmies qui peuvent être déclenchées, notamment par le bistouri électrique. Facteurs prédisposants pour ces patients, l'âge, bien sûr, les deux extrêmes de la vie avec les comorbidités qui accompagnent cet âge, notamment pour les personnes les plus âgées, avec leurs antécédents médicaux et chirurgicaux. Et je rappelle donc la classification de l'American Society of Anesthesiology avec, au niveau des patients vraiment en état difficile, donc les patients ASA 5 qui présentent les plus gros risques, effectivement,
pour les décès périopératoires. Bien sûr, les facteurs prédisposants, on en a déjà parlé au niveau chirurgical, la chirurgie vasculaire, aortique, thoracique, abdominale, carotidienne et les chirurgies d'urgence, que ce soit vis-à-vis des polytraumatisés dans la prise en charge des chirurgies cardiaques et lors de neurochirurgie. La conduite à tenir en cas d'arrêt cardiaque, juste pour vous dire qu'en salle d'opération, cet arrêt cardiaque est réversible dans 90% des cas. Il est important que soient vérifiées les drogues anesthésiques utilisées et l'équipement. Une vérification, on le reverra, des différentes séquences chirurgicales qui sont indiquées normalement sur la feuille d'anesthésie. Et bien sûr, et ce sera un leitmotiv de mon propos, l'enregistrement séquence des événements, qu'elles soient manuscrites ou électroniques, vraiment un neurodatage de l'ensemble des événements, les détails de la routine, la checklist, les contrôles périopératoires, les investigations qui sont effectuées, les médicaments, type de chirurgie, tous ces éléments doivent être répertoriés avec l'heure exacte des différentes étapes qui ont été suivies, ainsi que les constantes qui ont été prises, que ce soit au niveau du malade, au niveau constante vasculaire, constante ventilatoire et l'ensemble des phases de l'acte opératoire. C'est important puisque c'est à ce niveau-là que l'enregistrement et la prise en compte des différents événements peut faire défaut lors de l'étude postérieure d'un dossier lors d'un tel événement dramatique. Là, nous sommes dans la suite de la procédure, toujours en cas de décès et, je précise, dans la période périopératoire. C'est la réunion ensuite des professionnels, la réunion des anesthésistes, des chirurgiens, mais bien sûr aider après ça du personnel administratif, particulièrement le service juridique, pour préparer les annonces aux proches, mais également la saisine de la compagnie d'assurance, du centre hospitalier dans un certain cas, ou du praticien pour d'autres exercices professionnels. Puis la phase d'annonce du décès avec empathie, bien sûr, respecter, j'allais dire, cette famille en s'exprimant dans un langage qui soit compréhensible. Le problème plus délicat est celui du certificat de décès. Faut-il ou non cocher l'obstacle médico-légal à l'animation? Faire un petit focus sur cet aspect-là après, en redéfinissant un petit peu cet obstacle. Et je crois que la question doit être posée quand ce type d'événement se pose. Et bien sûr, à la suite de cette décision, faut-il une autopsie médico-légale ou non? Et là, une mention toute particulière pour l'imagerie post-mortem, notamment l'angiographie, pour retrouver les origines d'une hémorragie qui a l'avantage, d'une part, de permettre certes de préciser cette hémorragie, mais aussi d'archiver les images qui peuvent être ensuite placées sous scellé et interprétées un grand nombre de fois en fonction de la demande du magistrat et des experts. Donc c'est aussi une façon de pouvoir conserver dans de telles situations des preuves. Alors je reviens pour part à l'obstacle médico-légal être rempli pour les décès suspects quand il y a une source d'infraction. Or ceci n'est pas forcément connu lors de l'événement et il s'agit dans la majorité des cas, puisque c'est rarement cet obstacle est rarement signifié dans une étude de 2009 qui a été faite par l'IGAS, c'est très peu fait uniquement s'il semble y avoir effectivement une infraction par rapport au décès au bloc, et on verra un petit peu plus précisément ensuite dans les différentes expertises comment nous pouvons définir cela. Bien sûr, si cet obstacle n'est pas coché, ceci signifie qu'il s'agit d'une mort naturelle. Donc là aussi, dans l'interprétation de la mort naturelle, ensuite, il faudra pouvoir donner cette définition si nous sommes interrogés ou si une compagnie d'assurance vient à nous demander un certificat par rapport au décès de ce patient. Les documents et leur conservation, ces documents comportent, bien entendu, dans un premier temps, toujours dans les décès périopératoires, la feuille d'anesthésie qui donne les éléments de la consultation d'anesthésie, faite donc avant le geste, avec les antécédents, les traitements suivis, les données d'examen clinique pour voir les comorbidités, les résultats des examens complémentaires et les avertissements concernant des éléments de fragilité du patient. Ensuite, cette feuille comporte le déroulement de l'anesthésie et les informations, et ça c'est important, qu'elle comporte les informations détaillées sur les circonstances de ce décès, puisqu'ensuite
ensuite, au niveau des expertises, les experts se fonderont sur cette feuille pour étudier, pour analyser les circonstances de ce décès. Pendant la feuille d'anesthésie, le compte-rendu opératoire avec, bien sûr, l'ensemble de la description de l'acte, le type d'intervention, le déroulement de l'acte opératoire et la description des gestes qui ont été pratiqués dans la période périmortem ou prémortem. C'est important d'avoir de nouveau, pour l'analyse ultérieure, ce référencement qui soit réalisé. Et ensuite, le rapport détaillé des circonstances qui ont conduit au décès et l'analyse physiopathologique qui conduit aux hypothèses diagnostiques pour expliquer ce décès. Un volet concernera également l'état du matériel et la vérification de ce matériel ainsi que les feuilles d'entretien. Les procédures ultérieures, je serai bref puisque ça ne concerne pas forcément cette année, mais c'est tout à fait important pour l'analyse de ces décès post-mortem et pour leur traitement ensuite au plan expertal. C'est le débriefing des équipes médicales et soignantes, c'est l'organisation de la réunion de mortalité dans les 2 à 3 mois et ensuite, on le verra, la constitution du dossier le plus complet possible et les prises en charge des différents professionnels, anesthésistes, avec le dossier qu'on vient de voir, analyse également de la prise en charge chirurgicale et bien sûr, analyse des médicaments qui ont été administrés. L'expertise et sa particularité. Alors la mission de l'expert est une mission classique, mais que je rappelle. Donc, tout d'abord, donner des éléments d'une faute avec ensuite l'évaluation d'un préjudice, qui ici est le décès, et d'établir le lien de causalité entre cette faute et le préjudice. La définition de la faute sera reprise par le professeur Jardet ensuite dans son intervention. C'est tout acte émanant d'un soignant qui a entraîné un dommage anormal, ici le décès, au regard prévisible de l'état de santé du patient. Donc les exemples seront donnés également, les mauvaises indications opératoires ou les mauvaises techniques opératoires. Il est clair que l'expert doit éclairer le magistrat au plan technique, au plan de l'art médical, être impartial et disposer par rapport au dossier, par rapport aux collègues, d'une indépendance absolue. Je citerai juste les procédures civiles et administratives pour insister sur leur caractère contractuel, non seulement la responsabilité, mais également, on verra dans l'expertise, et il s'agit donc d'une procédure à visée indemnitaire. Au niveau pénal, procédure répressive, et elle vise un manquement à des obligations juridiques pénalement sanctionnées. On verra un exemple, et donc là, nous avons le principe de l'infraction intentionnelle. Je citerai les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation qui ont un côté également qui est tout à fait contradictoire et qui est également à visée indemnitaire. Les particularités de cette expertise, l'expert devra dire si l'information a été donnée au patient avant la réalisation de l'acte médical, bien sûr, du point de vue anesthésie, du point de vue chirurgie, se prononcer sur le bien fondé des actes et donner son avis sur la qualité des actes médicaux et de la prise en charge de l'urgence quand elle se produit au bloc opératoire en fonction des données acquises et actuelles de la science médicale. Et bien sûr, il y aura lieu de rechercher l'état antérieur du patient pour l'imputation du délai à l'intervention chirurgicale, mais intervention chirurgicale qui est bien sûr partagée par, d'une part, la prise en charge anesthésique, d'autre part, la prise en charge chirurgicale. Là, nous passons un petit peu aux infractions pénales. Je laisse de côté, bien sûr, les atteintes volontaires à l'intégrité physique qui n'a pas lieu de siéger dans ce topo pour m'intéresser aux atteintes involontaires à l'intégrité physique ou psychique. Et là, nous avons un caractère qui vise les maladresses, les imprudences, l'inattention, la négligence, le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi. Et c'est là, j'allais dire, les différentes caractéristiques qui pourront être reprochées à un collègue, sachant que les juges du fond apprécient de manière souveraine les faits constituant les imprudences. Le lien de causalité doit être direct et immédiat, sauf pour le défaut de surveillance. J'avais donné des exemples, mais nous aurons une présentation après avec ces exemples. Mais nous avons vraiment, j'insiste un petit peu sur le manquement à l'obligation de sécurité ou de prudence qui pourrait être reproché aux confrères dans ces situations. Je reprenais l'article 223.1 du Code pénal qui disait que
le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation, une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi, amène une peine d'emprisonnement ou d'amende. C'est donc important de voir un peu cet aspect-là. Il y a une faute délibérée ou caractérisée quand on sait qu'on expose le patient à un risque grave, ce qui est quand même qui est excessivement rare dans l'étude que j'ai faite. En résumé, les poursuites pénales sont rares chez les médecins, les condamnations le sont encore beaucoup plus, et bien sûr la notion de perte de chance n'existe pas en droit commun. Pour la procédure pénale, la mission émane d'un magistrat instructeur, elle a l'expertise contradictoire. Les différentes pièces de la procédure sont transmises par le magistrat à l'expert et la conduite, bien sûr, d'expertise obéit à la réponse, aux différents éléments pour apporter des réponses aux questions qui sont posées par le magistrat. Les documents et les pièces sont placés sous scellé. Scellés ouverts, scellés fermés, et sont transmis à l'expert. Donc, c'est l'importance, justement, d'avoir de l'iconographie, comme je le citais précédemment, et ces scellés devront être reconstitués à la fin de la mission. Et ce rapport, normalement, est définitif, et nous devons, dans ces rapports, révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions qui sont posées et écarter tout autre élément de notre rapport. Au niveau de la responsabilité civile maintenant, après avoir vu la responsabilité pénale, je serai juste le rappel qu'on est civilement responsable de nos actes, mais également d'un dommage causé par des personnes dont on doit répondre ou des éléments, des choses qu'on a sous notre garde. C'est important. Donc, les fautes qui sont retenues, les fautes techniques au moment du diagnostic, du choix du traitement, de la mise en œuvre du traitement. Ici, l'acte opératoire. N'oublions pas la surveillance pendant cette période avec des soins qui sont en accord toujours avec les données de l'art médical en ce moment, et nous avons, je recitais, les fautes contre l'humanisme avec l'information, le consentement éclairé, et l'expert aura souvent à se prononcer également sur l'information du patient avant l'acte chirurgical. Dans la procédure civile, alors, ce qui est important, il s'agit donc d'un caractère impérativement contradictoire. Donc là, nous aurons les documents qui sont transmis par les parties, qui vont donner les éléments à l'expert, avec toujours une conduite de l'expertise qui va répondre aux questions posées. Actuellement, souvent, un pré-rapport est demandé, pré-rapport qui sera donc étudié par les parties, qui se prononceront sur ce pré-rapport par des dires, par un certain nombre de propos qui seront à prendre en compte pour le rapport définitif. Dans ces éléments, je voulais en conclusion insister qu'il s'agit d'événements qui sont rares, des situations rares qui sont traumatisantes pour l'ensemble des parties. Je souhaite également insister sur la conservation des documents. J'y ai fait mention, les feuilles d'anesthésie, clairement lisibles, sans trop de ratures, un compte-rendu opératoire qui prenne en compte également ce que les collègues ont fait lors de l'arrêt cardio-circulatoire, et le rapport ensuite plus large fait par les soignants qui ont participé à l'ensemble de la prise en charge du patient pendant la période périopératoire. Ensuite, bien sûr, le fait d'avertir la compagnie d'assurance, mais c'est fait avec le service juridique de l'hôpital, le dossier sera complet. L'annonce de décès qui sera faite ultérieurement, mais également aussi après une réunion entre les différents professionnels qui ont pris en charge le patient. Et pour la conduite de l'expertise, elle sera faite en fonction de la procédure ouverte et de la mission fixée, je vous l'ai dit, avec le côté un peu fondamental de l'expertise pénale non contradictoire, mise sous scellé des documents, et l'autre côté, le civil, l'administratif ou la CRCI, où c'est contradictoire, et ce sont les parties qui vont fournir les documents à l'expert. Et je plaide, moi, dans ces cas difficiles, d'un collège d'experts pour répondre aux questions du magistrat avec plusieurs disciplines, celles qui ont pris en charge, enfin des représentants experts de celles qui ont pris en charge le patient, pour avoir un éclairage le plus complet possible sous toutes les facettes de cette prise en charge. Et je plaide pour la mise en place d'une procédure à observer par les collègues en cas
de décès périopératoire. C'est-à-dire qu'il y a une sensibilisation des collègues avec une espèce, alors je ne prononcerai peut-être pas le mot de checklist, puisqu'il y a déjà la checklist opératoire qui doit être faite, mais quand même une procédure pour que l'ensemble de la documentation, l'ensemble de la prise en charge en urgence puisse être clairement répertoriée et analysée ensuite par des experts. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les académiciens, je vous remercie et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Bravo. Alors. Je ne sais pas si tu entends les applaudissements, mon cher Bertrand. Merci de cette excellente présentation, très claire. Je vous remercie infiniment. Très didactique. Alors, il y a quelques mots-clés. Je me tourne vers les collègues qui sont dans la salle. Effectivement, en matière pénale, l'expertise n'est pas contradictoire. En matière civile, elle est obligatoirement contradictoire, à peine de nullité. La perte de chance n'existe pas au pénal, heureusement. Voilà, donc c'était vraiment très très clair. Y a-t-il des questions déjà dans la salle? Oui, une question, je vous en prie. Venez ici, monsieur Isbach. Merci pour cet exposé. Est-ce que le décès survenant au cours ou au décours immédiat d'un acte de diagnostic obéissent au même processus? L'acte de diagnostic, c'est-à-dire ce que je vous ai exposé, peut être pris en compte pour un acte de diagnostic également. Clairement. Et j'allais dire un peu ma procédure devrait être celle aussi dans un acte de diagnostic s'il y a un décès. Je me permettrai de te poser une question, mon cher Bertrand. Il ne serait pas inutile, effectivement, de proposer un protocole. Tu as parlé de la checklist, mais ce n'est pas un mot maudit. On pourrait faire aussi une checklist, c'était ta dernière diapositive, dans le cadre d'un accident mortel périopératoire. À ton avis, je te pose une question très claire et tu vas y répondre, je pense, de façon très claire, comme moi je sais le faire en tant que chirurgien orthopédiste. Es-tu, oui ou non, pour une autopsie systématique dans les cas particuliers que tu viens de citer? Oui, Monsieur le Président. Voilà. Eh bien, écoute, je partage ton analyse. On a fait ça en double aveugle. Je suis moi aussi tout à fait d'accord en tant que médecin légiste. Alors il y a quelques magistrats dans la salle ou des spécialistes et je pense que ça ferait avancer les choses. Je rappelle que dans certains pays, tout accident de la voie publique mortel est suivi automatiquement d'une autopsie médico-légale. Oui, Monsieur le Président de la Fédération. Je voudrais abonder dans le sens de la checklist parce qu'il y a toujours au moment d'un accident périopératoire, enfin périopératoire, un moment de panique et généralement les feuilles dont vous parlez qu'on recueille sont souvent assez mal remplies. Et donc l'intérêt d'une checklist, c'est d'une part il y a les feuilles et d'autre part il y a la vérification, et vous n'en avez pas parlé, mais la mise sous scellé d'un respirateur, d'un appareil annexe. Et je pense que l'intérêt de faire une checklist, c'est qu'à ce moment-là, on a des documents qui permettent de répondre aux questions qu'on pose sur est-ce que le respirateur était bien branché, enfin des tas de questions qu'on n'a pas rétrospectivement. Quel est votre avis ? Oui, alors pour le matériel, j'y avais parlé dans mon topo puisque j'avais dit vérification du matériel. Et clairement, en cas de déficit du matériel, ceci doit être répertorié. Alors, le problème, c'est la vérification du matériel, des drogues d'anesthésie, et ensuite conservation matériel en l'état, puisque s'il y a un problème matériel, là, je veux dire qu'il y a certainement une enquête judiciaire qui va être diligentée et mise sous scellé secondairement de ce matériel, voire de drogue. Mais je veux dire, là, il y a un délai qui va se passer entre l'événement et l'intervention pour la mise sous scellé des forces de l'ordre. Et là, il conviendra au centre hospitalier ou aux praticiens, si c'est en pleine responsabilité, de conserver les preuves pendant cette période-là. C'est toute la difficulté. C'est de même le fait d'avoir des éléments, notamment en matière de feuilles d'anesthésie, qui ont été ajoutés après, mais quand je dis après, c'est pas après la période périopératoire, c'est-à-dire quelques plans, quelques jours après pour compléter le dossier. Ça, ce sont des choses qu'il faut que nous évitions, d'où l'intérêt du checklist en cas de décès périopératoire. C'est ce que nous voyons un peu parfois dans les dossiers qui nous sont soumis. Je reviens là, mon cher Jean-Claude, notre secrétaire. Il y a un mot-clé important qui a été proposé par le professeur Lude, c'est cette notion de checklist dans ce cas particulier.
Bon, bien évidemment, ce sont des événements certes dramatiques, mais rares. Mais il ne faut pas que ça soit lettre morte, et je t'incite à rappeler à l'Académie nationale de chirurgie qu'il faut creuser ce problème, que ça ne reste pas lettre morte, et qu'on est prêt, bien sûr, mon cher Bertrand, les académiciens à s'impliquer dans cette démarche qui ne pourra que faire avancer les choses. Monsieur J'ai pris quelques renseignements où les centres hospitaliers n'existent pas. Ce document n'existe pas. Mais bien sûr, oui, c'est sacré. Alors, Bertrand Lude, grand merci, parce que ça correspond exactement au sujet qu'on t'avait proposé. Et dans la suite de cette réunion, il faut absolument, d'une part, qu'on mette au point cette checklist, et d'autre part, qu'il y ait un article qui fixe les règles qui ont été proposées et qui puissent être transférées dans le cadre d'un e-mémoire, de manière à ce que cette séance ne reste pas lettre morte, mais qu'il y ait un document officiel qui puisse être valide, que tu puisses valider dans cette affaire. Voilà, donc tu es chargé du travail, oui, je laisse la parole tout de suite. Mais encore une fois, ce que je proposerais, après tout, je suis encore président pour quelques jours, c'est que, mon cher Jean-Claude, c'est que tu notes dans le compte-rendu qu'il est indispensable qu'il y ait une commission et que dans cette commission, il y ait bien sûr monsieur le professeur Lude, mais aussi Jean-François et notre collègue, s'il le veut bien, Iraj, pour que nous puissions travailler et proposer avec monsieur Lude quelque chose qui soit parfait. Car là encore, dans le cas de la prise en charge globale des patients, même si c'est dramatique, même si ça entraîne de la mort, c'est une démarche éthique qui me paraît être essentielle. Monsieur, oui, bien sûr. Albert-Claude Benamou. Oui, nous sommes amis de longue date avec Bertrand. Bertrand, bonjour. Bonjour. Une simple suggestion, est-ce que, au-delà des e-mémoires, est-ce que... très important, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de diffuser plus largement, sous forme numérique, ce type de checklist et de la faire connaître à l'ensemble des services hospitaliers de France et public, public et privé. Bien sûr, j'allais dépasser la France. Avec toi, je veux dire, on va dépasser la France, on va le faire de façon numérique au niveau international, puisque c'est vraiment ton activité où tu exerces. Absolument. Très bien, vous voyez, c'est tout à fait dynamique. Encore une fois, Bertrand, merci pour ton excellente communication sur le plan scientifique. Bien sûr, je savais que ce serait parfait, mais permets-moi de te transmettre toutes mes bonnes et vieilles amitiés. Et vraiment, ça m'a fait très plaisir de te revoir, même par Zoom, c'est un peu tristounet, mais enfin, c'est déjà ça au sein de l'Académie nationale de chirurgie. Voilà.